Quels sont les enjeux du panafricanisme? À quel instant T apparaît-il et quelles sont ses conséquences sur l'histoire? On donne la parole à l'historien Hamzat Boukari Yabara. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Chose promise, chose due, on revient sur le panafricanisme, ses origines, ses défis et ses grandes figures. Pour ce faire, je vais prêter ma voix à plusieurs extraits de l'ouvrage référence Africa Unite d'Hamzat Boukari Yabara. On commence par l'introduction pour recontextualiser le mouvement. On va notamment découvrir l'origine du mot Afrique, le lien entre panafricanisme et esclavage, ou encore les grandes figures de ce mouvement. Dans son essence, le panafricanisme est avant tout une idée et un mouvement de l'histoire qui emprunte des pistes multiples pour rejoindre une destination finale, l'Afrique, après avoir suivi 3 étapes fondamentales. L'invention de l'Afrique dans le cadre de sa découverte par les Européens, la racialisation primitive des Africains dans le cadre de la hiérarchisation des peuples et des sociétés au moment de la traite puis de la colonisation, et, enfin, la réconciliation de l'Afrique et de sa diaspora dans le cadre respectif de leur émancipation politique, économique, culturelle et sociale. D'une certaine manière, la naissance du panafricanisme marque le grand retour des Africains dans l'histoire intellectuelle et politique des relations internationales. Jusqu'à l'époque coloniale, la thèse dominante soutient que l'histoire de l'Afrique ne commence qu'avec sa découverte par les Européens et que cette histoire ne se rattache à l'histoire universelle qu'en tant que prolongement de l'histoire occidentale. Pas d'histoire africaine sans histoire européenne, pensait-on encore en 1960. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence. Entre Amérique, Europe et Afrique, il n'y a pas d'histoire universelle sans histoire du panafricanisme. Le discours de l'Afrique sur elle-même a aussi été conditionné par la norme du discours européen sur l'Afrique. Ainsi, plusieurs philosophes des Lumières, Hume, Voltaire, Kant, Hegel, ont introduit ou conforté l'idée de l'inégalité des peuples en fonction de leur couleur de peau. Leurs propos ont été immédiatement contestés par des intellectuels et des militants noirs du XVIIIe et du XIXe siècle, comme Otoba Cugoano, Oluda Equiano, Anton Willem Amo ou Antonor Firmin, dans des travaux qui restent encore trop méconnus. Ce livre sur le panafricanisme est donc une occasion de découvrir les enjeux qui, dans une perspective globale et de longue durée, obligent à regarder l'Afrique au-delà de ses frontières géographiques et de ses représentations raciales, et à chercher dans l'histoire des éléments de réponse aux défis actuels et futurs qui se posent à ce continent. La première manière de penser l'Afrique, c'est tout simplement de la nommer. Pour les tenants de l'afrocentricité, une doctrine fondée sur la thèse de l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne pharaonique, le terme de Kemet désigne le pays des Noirs. Nous retrouvons une signification similaire dans les noms de pays comme Éthiopie, du latin Aethiopius, visage brûlé, Soudan, de l'arabe Bilad al-Soudan, pays des Noirs, ou Guinée, du berbère Niawa, homme noir. Les versions grecques d'Hérodote, de l'historien Flavius Joseph et de l'explorateur andalou Hassan al-Wassan, dit Léon l'Africain, avancent comme hypothèse étymologique du nom Afrique celle du roi Afer, petit-fils supposé d'Abraham, ou du chef yéménite Africus, qui aurait fondé la ville Afriqiya lors d'une invasion au cours du second millénaire avant l'ère chrétienne. La version phénicienne évoque un fruit d'Afrique, Farika, ou la dispersion de la population, Faraka,
tandis qu'une version indienne considère que le nom Afrique possède une racine en sanskrit et en hindi, apara, qui désigne ce qui vient après, ce qui se trouve à l'ouest de l'Inde. L'Afrique vue de l'Inde serait alors un Maghreb, c'est-à-dire un Occident qui se prolonge vers le sud, tandis que l'appellation Afrique, qui désignait dans l'Antiquité les provinces romaines situées dans le versant sud du bassin méditerranéen, a été progressivement étendue à l'ensemble du continent, traduisant le glissement de la dimension géohistorique à la dimension raciale. Ainsi, dans les imaginaires contemporains, l'Afrique ne renvoie plus à la rive sud de la Méditerranée, le Maghreb, mais à l'Afrique au sud du Sahara, celle qui est dite noire, intertropicale ou subsaharienne. Dans cette construction, l'Afrique au nord du Sahara apparaît comme une autre Afrique, une Afrique blanche qui ne serait pas véritablement l'Afrique. Combien de personnes visitant l'Afrique du Nord, ou la République d'Afrique du Sud, mais pour d'autres raisons historiques, reviennent en Europe avec le sentiment de ne pas être véritablement allés en Afrique? La pratique de l'esclavage n'est pas née en Afrique. Elle n'est pas inhérente à la nature des Africains dont la couleur de peau noire, nègre de l'espagnol negro, est devenue synonyme d'esclave. Le terme esclavage vient ainsi des populations slaves qui furent réduites en servitude par les Byzantins puis par les Germains. Entre le milieu du XVe et le début du XVIe siècle, les Portugais et les Espagnols sont les premiers Européens à pratiquer de manière spécifique la déportation des Africains en direction des îles de l'Atlantique, Açores, Canaries, Cap-Vert, Madère, puis vers les Amériques après 1492. À cette époque, l'Espagne catholique construit les images figées du juif et de l'arabe en Europe, ainsi que de l'indien et de l'africain dans les Amériques. En utilisant la découverte des Amériques pour couper les relations multilatérales qu'entretenaient entre elles chacune des parties du globe et les unir à son expérience historique, le proto-capitalisme européen agglomère des modes de production impliquant l'esclavage, le féodalisme, le travail salarié et la production de biens de commodité au profit d'une classe marchande et bourgeoise embryonnaire. La division internationale du travail, en organisant la périphérie africaine et américaine selon des structures autoritaires et coercitives impliquant l'importation de la main-d'œuvre la plus disponible, est au cœur du processus d'accumulation capitaliste. Alors que le travailleur européen possède un contrat limité qui n'engage que sa force de travail sur un temps défini, l'Africain devenu esclave dans les Amériques transmet son statut de manière héréditaire. Cette aliénation héréditaire par l'origine ethnique est également inscrite dans les carnets de bord et les polices d'assurance considérant les Noirs comme des biens meubles ou du bois d'ébène. Par l'intermédiaire du droit canonique et du droit international européen, l'Église et les monarchies d'Europe figent cet état de servitude dans un solide arsenal juridique, législatif et répressif. En ce sens, la traite transatlantique européenne fut une entreprise organisée de dégradation et de déshumanisation d'une catégorie précise de l'espèce humaine, les Africains noirs. Bien que plus courte dans la durée que la traite vers l'Occident, la traite transatlantique menée par les bourgeoisies marchandes des principales puissances occidentales, Angleterre, France, Portugal, Hollande, États-Unis, Pays-Baltes et Scandinaves, s'accompagna d'une ponction démographique intense sur l'Afrique et d'une modification irréversible de l'ordre économique, culturel et politique mondial. Il fallut attendre le XIXe siècle, marqué par une succession de résistances africaines et par la transformation des structures économiques libérales et capitalistes, pour que la traite puis l'esclavage soient abolis. Le panafricanisme et le panégrisme, le sentiment d'une unité sur la simple base d'être noir, sont issus de cette histoire enchevêtrée de la traite, de l'esclavage et de la colonisation, qui ont laissé les Africains dans des situations très variées. Il est établi que plusieurs groupes sociaux africains disposaient au XVe siècle d'une histoire, d'une culture politique et d'une organisation économique et sociale qui n'avaient rien à envier aux Européens. Encore aujourd'hui, l'histoire des traites et de la colonisation de l'Afrique soulève de nombreuses polémiques quant aux responsabilités et à l'impact à long terme de cette période. Les historiens débattent également de l'articulation entre l'esclavage, qui dégrade l'humanité des Africains, et la naissance d'une modernité fondée sur l'inégalité et le racisme.
Ainsi, en fonction de l'idéologie, de la subjectivité et de la passion soulevée par cette histoire aux conséquences contemporaines réelles, chacun retient l'aspect et le versant qui conviennent le mieux à la thèse qu'il souhaite défendre, à la partie qu'il veut dédouaner ou accuser, dans un cadre normatif allant de la demande de réparation pour l'esclavage du côté des lésés au refus de la repentance du côté des accusés, en passant par la question de la dépendance et de la désaliénation culturelle. Ainsi, le cas de la traite dite arabo-musulmane est soulevé par les milieux conservateurs à chaque fois que nous voyons poindre des intentions africaines noires de faire porter à l'Europe blanche la responsabilité de la traite par des demandes de réparation. S'agit-il de dédouaner les responsabilités de l'Europe de l'époque en déclarant de manière offusquée que d'autres auraient fait pire en matière d'esclavagisme ? S'agit-il de nier l'importance de la pensée européenne et chrétienne dans la diffusion de la doctrine pseudo-scientifique du racisme en la confondant avec des pratiques tout autant condamnables que sont la diffusion d'un islam prosélyte ou la cupidité de quelques élites africaines ? Certes, il n'y aurait pas eu de traite européenne ou arabe sans la participation forcée ou intéressée de groupes d'Africains. Certes, il convient de se pencher sérieusement sur les cas contemporains, Mauritanie, Corne de l'Afrique, où l'esclavage est encore pratiqué. Toutefois, il est important de souligner que le système le plus perfectionné et le plus global pour soumettre et exploiter l'Afrique et les Africains, celui lié à la traite puis au colonialisme des puissances occidentales, a été principalement combattu par des résistances et des résiliences africaines et afrodescendantes. Les nouvelles formes d'inégalité et de violence physique ou morale que continuent de subir une grande partie des descendants d'Africains déportés ou colonisés, mais aujourd'hui libres, montrent que le combat pour l'égalité et la dignité est encore à mener aujourd'hui. Salut! Si tu es toujours ici, c'est que visiblement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, c'est très simple. Il suffit juste de mettre un j'aime, t'abonner, activer la cloche et on se retrouve juste après ça. Un autre enjeu concerne les limites du panafricanisme. Se réduisent-elles à la couleur de la peau, les Noirs, ou à la géographie, le continent africain ? Dans le premier cas, les limites du panafricanisme excluent l'Afrique du Nord, dite blanche. Dans le second, elles écartent plusieurs dizaines de millions d'Africains de la diaspora. Si la couleur de la peau est retenue, est-elle constitutive d'une unité culturelle des peuples noirs ? Si la géographie est privilégiée, quel est alors le projet d'unité politique territoriale ? La complémentarité des alternatives se pose à partir de la distinction du panégrisme et du panafricanisme. Le panégrisme désigne la solidarité raciale et la revalorisation culturelle de l'Afrique et de la race nègre, exprimée dans les premiers récits d'esclaves, dans les ouvrages des premiers théoriciens de la culture pan-nègre comme Edward Blyden ou Webb Du Bois et dans les mouvements culturels de la Renaissance noire de Harlem, année 1920, et de la négritude, année 1930. En insistant particulièrement sur la conscience raciale résultant de l'esclavage et de l'oppression des Noirs, le panégrisme domine la première phase du panafricanisme, celle qui va du XVIIIe siècle aux années 1830, qui voit fleurir notamment les projets de retour en Afrique. Au cours de cette période que nous examinons dans la première partie de cet ouvrage, Back to Africa, les États-Unis institutionnalisent le racisme et les puissances européennes organisent le partage colonial de l'Afrique à la conférence de Berlin, 1885. Progressivement, le panafricanisme se distingue du panégrisme en transformant la conscience raciale en un projet politique et géographique qui vise la libération de l'Afrique du joug colonial. Cette mutation idéologique se déroule alors qu'émerge, autour des congrès panafricains organisés par l'historien afro-américain Webb Du Bois ou dans le cadre des manifestations initiées à Harlem par le Jamaïcain Marcus Garvey, de nouveaux groupes sociaux et militants noirs. Ces derniers voient le jour dans une période marquée par la montée en puissance de nouvelles dynamiques intellectuelles, politiques et sociales. Le communisme, l'internationalisme et les nationalismes africains. Au contact de ces courants avec lesquels il ne va cesser de dialoguer, le panafricanisme va s'enrichir, s'hybrider, se diversifier. Après la Seconde Guerre mondiale, la dynamique panafricaine, dans toute sa diversité, joue un rôle déterminant dans l'ébranlement de l'ordre colonial. Pays précurseur, le Ghana de Kwame Nkrumah incarne dans une deuxième partie, Africa for the Africans, la quête de l'indépendance et de l'unité du continent.
Alors que la stratégie de conquête du pouvoir par les Africains et pour les Africains s'accompagne d'une interrogation sur l'unité culturelle, politique et économique de l'Afrique, des crises et des guerres éclatent en Algérie, au Congo, dans les colonies portugaises. La décolonisation donne progressivement naissance à une cinquantaine d'États qui sont tous, peu ou prou, confrontés aux mêmes défis. Comment organiser le nouvel État? Que faire des frontières héritées de la colonisation? Quelles relations entretenir avec les pays devenus étrangers? Pour répondre à ces questions, certains responsables africains proposent d'agir de concert, de mutualiser les efforts et de créer de nouvelles solidarités continentales. Il paraît d'autant plus urgent de s'unir que l'Afrique devient un terrain périphérique de la guerre froide et que les anciennes puissances coloniales mettent en place un système qui, en dépit des indépendances politiques, leur permet de garder partiellement la main sur nombre de leurs anciennes colonies. Reste que l'Union africaine reste à définir. Seul chef d'État partisan de la mise en place d'un État fédéral avec un gouvernement continental sur le modèle des États-Unis d'Amérique, Nkrumah doit revoir ses ambitions à la baisse lorsque ses homologues décident de fonder, en mai 1963, l'Organisation de l'Unité africaine. Loin de donner naissance aux États-Unis d'Afrique rêvés par le dirigeant ghanéen, l'OUA, simple organe de coopération interétatique, apparaît aux yeux de ses détracteurs comme un syndicat de chefs d'État. La décolonisation de l'Afrique et le retour effectif du panafricanisme sur le continent africain ébranlent cependant la diaspora qui se bat à la même période pour réclamer ses droits. Les Noirs des Amériques ont longtemps considéré qu'ils formaient l'avant-garde de la libération du continent et que l'Afrique avait besoin d'eux. Avec l'émergence de nouveaux États indépendants, ils voient l'Afrique comme la base arrière de leur lutte pour l'égalité dans les Amériques et au-delà. Ainsi, à partir des années 1960, une synthèse réunissant les traditions panègres et panafricaines rappelle qu'un espace de circulation d'idées et un réseau global de militants travaillant à améliorer les conditions générales d'existence des peuples d'Afrique et de la diaspora n'ont jamais cessé de fonctionner. Les succès du mouvement des droits civiques aux États-Unis, la disparition de l'Empire portugais et la chute du régime d'apartheid en Afrique du Sud sonnent comme autant de victoires remportées par la solidarité panafricaine. Mais le continent africain doit, parallèlement, faire face à de nouvelles désillusions. Les crises économiques et les conflits armés brisent le rêve d'un panafricanisme prospère et fédérateur. L'unité, qui avait permis de faire front commun contre le colonialisme, s'effrite. En dépit de la multiplication des organisations continentales et sous-régionales censées rapprocher les États, les conflits armés se multiplient, accompagnés de la fuite des cerveaux, et les élites politiques africaines, aspirées par la logique néolibérale, paraissent de plus en plus dépassées. Après avoir subi les méfaits de l'esclavagisme colonialiste et capitaliste, puis les directives des institutions financières internationales, IFI, qui ont axé leur discours sur la bonne gouvernance et imposé le consensus de Washington pour forcer les États du Sud à épurer leurs dettes, l'Afrique se trouve dans une situation paradoxale. Est-elle en train de sortir du gouffre ou sur le point d'y replonger ? Portée par son dynamisme démographique et une bonne croissance économique, elle est de plus en plus présentée comme le prochain continent émergent. Mais les conditions de vie des Africains, qui profitent peu des bons indicateurs macroéconomiques, sont parfois moins favorables qu'en 1960. Pour répondre à ces distorsions qui sont de nature à faire éclater le continent en une multitude d'archipels de prospérité perdue dans un océan de misère et d'exploitation, un projet comme celui de l'unité continentale est trop rarement pris au sérieux, alors même qu'il n'a jamais eu la chance d'être concrètement appliqué. En rappelant qu'il n'est pas nécessaire de résider en Afrique pour être panafricain, que tout Africain, et a fortiori tout Noir, n'est pas par nature panafricain et que l'unité demeure le socle du panafricanisme, cet ouvrage entend éclairer certains mots d'ordre mobilisateurs, Retour en Afrique, l'Afrique aux Africains ou États-Unis d'Afrique, qui popularisés pendant 2 siècles de lutte pour la dignité, la justice et l'indépendance, reviennent sur le devant de la scène. Ne vous affrontez pas, organisez-vous, lancent aujourd'hui les militants panafricains. Qui sont les acteurs de l'unité africaine ? Qui cherche à briser l'élan panafricain ?
Pourquoi cette unité, qui semble pourtant relever du bon sens et qui fait encore rêver des millions d'Africains, ne fait-elle pas l'unanimité? Et finalement, quel panafricanisme voulons-nous? Telles sont quelques-unes des questions qui jalonnent cette histoire du panafricanisme. C'est déjà fini pour cette première chronique lecture du livre Africa Unite. Pense bien à mettre un j'aime. La semaine prochaine, on découvre deux visions très différentes du panafricanisme, chacune défendue par les meilleurs ennemis, Webb Du Bois et Marcus Garvey.